J'avais 17 ans lorsque ma famille a disparu de ma vie du jour au lendemain, sans dispute, sans explication, sans même un véritable adieu. Lorsque je suis rentré du lycée ce soir-là, l'appartement était vide. Les meubles avaient disparu, les placards avaient été vidés et le silence qui régnait dans les pièces me donnait l'impression d'être entré chez des inconnus. Pendant quelques secondes, je suis resté immobile au milieu du salon, incapable de comprendre ce qui se passait. Puis j'ai aperçu une feuille de papier posée sur le plan de travail de la cuisine. Quelques mots seulement. Tu t'en sortiras. C'était tout. Aucune adresse. Aucun numéro de téléphone. Aucune explication. Rien. Pendant longtemps, je me suis demandé ce que j'avais pu faire pour mériter une telle chose. Je me suis demandé pourquoi ils avaient choisi de partir ainsi, pourquoi ils avaient décidé que j'étais celle qu'ils pouvaient laisser derrière sans se retourner. Aujourd'hui encore, je ne suis pas certaine d'avoir obtenu une réponse satisfaisante. Avec le recul, je crois simplement qu'ils ne voulaient plus assumer leur rôle de parents. Peut-être se sont-ils convaincus qu'ils agissaient pour le mieux. Peut-être avaient-ils besoin de croire qu'ils me rendaient service. Mais aucune de ces explications n'efface ce qui s'est passé. La vérité, c'est que je n'avais jamais vraiment eu ma place dans cette famille. À 13 ans, j'avais passé tout un après-midi à préparer un gâteau d'anniversaire pour ma mère. J'y avais mis tout mon cœur. Lorsqu'elle l'a découvert, elle s'est contentée de remarquer qu'il était mal cuit et rempli de grumeaux. À 15 ans, j'avais aidé mon frère Michael à réviser pendant des semaines pour ses examens. Le jour où il a obtenu de bons résultats, il m'a accusé de me croire supérieur aux autres avant de me claquer la porte au nez. À 16 ans, je travaillais déjà après les cours. La totalité de mon salaire allait à mon père pour l'aider à payer les factures de la maison. Pourtant, des années plus tard, lorsque je lui ai rappelé cet effort, il m'a répondu que je n'avais jamais servi à grand-chose. Ces souvenirs auraient dû me préparer à leur départ. Pourtant, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'au fond de moi, malgré tout, je continuais à croire que ma famille resterait ma famille. Je me trompais. Une semaine après leur disparition, le propriétaire de l'appartement est venu frapper à la porte. C'est lui qui m'a appris que le bail avait été résilié avant même leur départ. Mes parents avaient tout planifié. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et ils ne m'avaient laissé que quelques jours pour quitter les lieux. J'ai d'abord trouvé refuge chez une amie du lycée. Elle m'a hébergé aussi longtemps qu'elle a pu, mais sa famille n'avait ni la place ni les moyens de garder une adolescente supplémentaire sous son toit. Je ne leur en ai jamais voulu. Lorsque je suis parti, je ne savais simplement plus où aller. Avec les quelques économies qu'il me restait, j'ai loué un petit espace de stockage dans un entrepôt situé à la périphérie de la ville. Ce n'était pas un endroit où l'on était censé vivre, mais c'était le seul lieu que je pouvais encore me permettre. J'y ai installé une couverture, quelques vêtements et un sac contenant tout ce qui me restait de ma vie. Chaque soir, après la fermeture du bâtiment, je m'asseyais dans l'obscurité en essayant de me convaincre que cette situation n'était que temporaire. Je me répétais que les choses allaient finir par s'arranger. Je me répétais que je trouverais une solution. Je me répétais beaucoup de choses. Les matins commençaient tous de la même manière. Je me rendais discrètement au 1K pour prendre une douche, puis je passais des heures à la bibliothèque municipale à consulter les offres d'emploi et à envoyer des candidatures. Je vivais avec le strict minimum, parfois moins encore. Durant certaines semaines, mes repas se résumaient à quelques tartines de beurre de cacahuète bon marché achetées avec les pièces qui restaient au fond de mes poches. Je n'étais pas seulement seul, j'étais invisible. Les gens me croisaient tous les jours sans imaginer un seul instant que je n'avais nulle part où rentrer le soir. Puis, après plusieurs semaines de recherche, une opportunité s'est présentée. Un restaurant local appelé Dire cherchait du personnel pour le service du soir. Je me suis présenté à l'entretien sans grande conviction. J'étais épuisé, stressé et convaincu que quelqu'un de plus qualifié obtiendrait le poste. Pourtant, contre toute attente, on m'a embauché. Le salaire n'était pas exceptionnel et les horaires étaient difficiles, mais ce travail représentait bien plus qu'un simple revenu. Pour la première fois depuis longtemps, une porte s'ouvrait devant moi. La propriétaire du restaurant était une femme exigeante qui ne distribuait ni compliments ni traitement de faveur. Pourtant, elle possédait une qualité que je n'avais rencontrée que rarement dans ma vie, elle jugeait les gens sur leurs efforts plutôt que sur leurs excuses. Elle remarqua rapidement que j'acceptais toutes les heures supplémentaires disponibles et que je ne me plaignais jamais. Un soir, alors que nous fermions le restaurant, elle me demanda pourquoi je passais autant de temps au travail. Je lui répondis vaguement que les choses étaient compliquées à la maison. Elle ne posa pas davantage de questions. Mais quelques semaines plus tard, elle me proposa discrètement un petit espace de rangement inutilisé à l'arrière du bâtiment où je pourrais dormir temporairement. Ce n'était pas un appartement. Ce n'était même pas une véritable chambre. Pourtant, à cet instant-là, cela me parut presque luxueux. J'avais un toit. J'avais un travail. Et, pour la première fois depuis le jour où ma famille m'avait abandonné, j'avais l'impression que ma vie cessait lentement de s'effondrer. Je ne le savais pas encore, mais cette période marquait le début de tout ce que j'allais construire par la suite. Les mois qui suivirent furent parmi les plus difficiles de ma vie, mais aussi parmi les plus importants. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus l'impression de me contenter de survivre. Grâce au restaurant Dire, je pouvais enfin envisager quelque chose qui ressemblait à un avenir. Je continuais à travailler presque tous les soirs. Les horaires étaient éprouvants et les journées semblaient interminables, mais cela n'avait plus vraiment d'importance. Chaque heure travaillée représentait un pas supplémentaire vers la stabilité que je recherchais depuis si longtemps. Je suivais également des cours du soir dès que mon emploi du temps me le permettait. Souvent, je quittais le restaurant tard dans la nuit pour me retrouver quelques heures plus tard assise dans une salle de classe, un café à la main, luttant contre la fatigue. À l'époque, ma vie se résumait à 3 choses, travailler, étudier et économiser. Je n'avais ni loisir ni véritable vie sociale. Je n'avais pas le luxe de penser à autre chose. Pendant longtemps, mon unique objectif fut de ne jamais me retrouver dans la situation que j'avais connue
inconnue à 17 ans. Je refusais de dépendre de qui que ce soit. Je refusais de me retrouver à la merci des décisions d'une autre personne. Cette peur ne m'a jamais vraiment quitté. Même aujourd'hui, au fil des années, les choses commencèrent pourtant à changer. Je terminai mes études. J'obtins un premier emploi dans le domaine du conseil, puis un second. Chaque expérience me permit d'apprendre davantage et, surtout, de prendre confiance en moi. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que mes efforts produisaient enfin des résultats. À 25 ans, après plusieurs années passées à économiser le moindre centime, je pris une décision qui terrifia la plupart des gens autour de moi. Je créai ma propre société de conseil. Les débuts furent difficiles, très difficiles. Je travaillais souvent plus de 60 heures par semaine et il m'arrivait encore de me réveiller au milieu de la nuit avec la peur irrationnelle de tout perdre. Mais contrairement à la jeune fille abandonnée dans un appartement vide, je savais désormais comment me relever. J'avais appris à résoudre les problèmes un à un, à avancer même lorsque tout semblait incertain, à ne compter sur personne pour me sauver. Les années passèrent, l'entreprise grandit, puis elle prospéra. Je recrutai mes premiers employés, puis d'autres encore. Un jour, sans vraiment m'en rendre compte, je réalisais que j'avais atteint ce que j'avais longtemps considéré comme impossible. J'étais financièrement en sécurité, je possédais une maison, je pouvais voyager, je pouvais aider les personnes qui comptaient pour moi. Surtout, je pouvais enfin respirer. Cette réussite n'effaçait pas le passé, elle ne guérissait pas toutes les blessures, mais elle me donnait quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, la tranquillité d'esprit. Durant toutes ces années, je parlais rarement de ma famille. Lorsque quelqu'un me demandait où étaient mes parents, je répondais vaguement que nous n'étions plus en contact. La plupart des gens n'insistaient pas, et cela m'arrangeait. J'avais passé tellement de temps à reconstruire ma vie que je préférais laisser certaines portes fermées. Puis vint le podcast. À l'origine, il ne s'agissait que d'une invitation parmi d'autres. L'animatrice souhaitait recueillir le témoignage de personnes ayant surmonté des difficultés importantes afin de discuter de résilience et de reconstruction personnelle. J'acceptais sans trop réfléchir. Je pensais raconter mon parcours professionnel, parler des obstacles rencontrés et de la manière dont j'avais bâti mon entreprise. Je n'avais pas prévu d'évoquer ma famille. Pourtant, au cours de la conversation, le sujet finit par surgir naturellement. Et, pour la première fois depuis des années, je racontais ce qui s'était réellement passé. Je parlais de l'abandon, du local de stockage, des nuits passées à me demander si quelqu'un se souciait encore de moi. Je ne cherchais ni la pitié ni la vengeance. Je racontais simplement la vérité. Lorsque l'épisode fut publié, je n'y pensais plus vraiment. Comme souvent sur Internet, je m'attendais à ce que les gens l'écoutent quelques jours avant de passer à autre chose. Mais cet épisode connut un succès inattendu. Des centaines de personnes m'écrivirent pour partager leurs propres histoires. Certaines avaient vécu des situations similaires. D'autres me remerciaient simplement d'avoir mis des mots sur des blessures qu'elles n'avaient jamais osé évoquer. Je lus beaucoup de ces messages avec émotion. Puis, un matin, au milieu de toutes ces réactions, un courriel attira mon attention. L'objet était simple, trop simple. Quoi qu'il arrive, tu resteras toujours notre fille. Mon cœur se serra immédiatement. Je n'avais même pas besoin d'ouvrir le message pour savoir qui l'avait envoyé. Ma mère. 12 années de silence. 12 années sans anniversaire, sans appel, sans nouvelles. Et soudain, elle réapparaissait. Je restais longtemps devant l'écran avant de cliquer. Le message était étonnamment bref. Elle expliquait avoir entendu mon témoignage dans le podcast. Elle disait être fière de la femme que j'étais devenue et espérait que nous pourrions reprendre contact. C'était tout. Aucune excuse, aucune explication, aucun mot sur les 12 années qui venaient de s'écouler. Je refermai immédiatement le message. Puis je le rouvris quelques minutes plus tard. Et encore une fois dans la soirée. Je ne savais pas quoi ressentir. La colère était toujours là. Mais elle se mêlait à quelque chose de plus compliqué. Une curiosité que je détestais reconnaître. Le lendemain, un deuxième courriel arriva. Cette fois, il venait de Michael, mon frère. Ou du moins, l'homme qui avait été mon frère autrefois. Son message était plus personnel, plus chaleureux. Il disait avoir souvent pensé à moi. Il expliquait qu'après avoir entendu mon histoire, il avait enfin compris l'ampleur de ce que j'avais vécu. Il ajoutait qu'il regrettait profondément de ne jamais avoir essayé de me retrouver plus tôt. Je relus son message plusieurs fois. Contrairement à celui de ma mère, celui-ci semblait sincère. Ou peut-être avais-je simplement envie de le croire. Pendant plusieurs jours, je ne répondis à aucun des deux. J'essayais de continuer ma vie normalement, mais mon esprit revenait sans cesse à ces messages. 12 ans plus tôt, j'avais été abandonné sans la moindre explication. Aujourd'hui, ceux qui m'avaient laissé derrière semblaient soudain vouloir réapparaître dans mon existence. La question qui me hantait n'était pas de savoir s'ils le regrettaient. La véritable question était beaucoup plus simple. Pourquoi maintenant? Et plus j'y réfléchissais, plus cette question me semblait impossible à ignorer. J'ai finalement accepté de rencontrer Michael. Pas parce que j'étais prête à lui pardonner. Pas même parce que j'étais convaincu de sa sincérité. La vérité, c'est que 12 années de silence avaient laissé derrière elle trop de questions sans réponse. Et après avoir passé si longtemps à imaginer ce qui s'était réellement passé, je ne pouvais plus ignorer ma curiosité. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café de Chicago, une ville située à peu près à mi-chemin entre nos deux domiciles. Le jour du rendez-vous, j'ai failli faire demi-tour à plusieurs reprises. Même après être entré dans le café, une partie de moi espérait encore ne pas le reconnaître. Mais lorsque je l'ai aperçu assis près de la fenêtre, je l'ai immédiatement identifié. 12 années avaient passé. Son visage avait changé. Ses traits s'étaient durcis. Ses cheveux commençaient à s'éclaircir sur les tempes. Pourtant, il restait indéniablement Michael. Pendant un bref instant, j'ai revu le garçon avec qui je construisais des forts dans le salon lorsque nous étions enfants. Puis le souvenir a disparu, remplacé par celui de l'adolescent qui était monté dans une voiture avec nos parents pendant que je restais derrière. Lorsqu'il m'a vu approcher, il s'est levé aussitôt. L'émotion semblait sincère. Sa nervosité aussi. Nous nous sommes serrés la main avant de nous asseoir. Aucun de nous ne semblait savoir par où commencer. Pendant plusieurs minutes, nous avons parlé de choses insignifiantes. Du trajet
trajet, de la météo, du café, comme deux inconnus obligés de partager une table. Finalement, Michael a posé sa tasse et a pris une profonde inspiration. « Emma, je suis vraiment désolé. » Sa voix tremblait légèrement. Je l'ai regardé sans répondre. Il poursuivit. « Je sais que ça ne changera rien à ce qui s'est passé, mais je voulais que tu l'entendes de ma bouche. » Je continuais à l'observer. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment. J'avais imaginé ma colère, mes reproches, les dizaines de questions que je lui poserais si nous nous retrouvions un jour. Pourtant, assise en face de lui, je me sentais étrangement calme, comme si toutes ces émotions avaient fini par s'user avec le temps. « Pourquoi ?» demandai-je finalement. Michael fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi quoi? Pourquoi m'avoir laissé derrière vous ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Il baissa les yeux vers sa tasse avant de répondre. « Parce qu'il pensait que tu t'en sortirais. » Je sentis immédiatement une pointe d'amertume remonter en moi. Encore cette phrase. Toujours cette phrase. Il disait constamment que tu étais la plus intelligente de nous deux, poursuivit-il. Que tu étais indépendante, débrouillarde. Ils étaient persuadés que tu trouverais toujours une solution. Et toi, tu trouvais ça normal? Michael secoua lentement la tête. Non. Sa réponse fut immédiate. Trop immédiate, peut-être. Alors pourquoi n'as-tu rien fait? Cette fois, il ne répondit pas tout de suite. J'avais 15 ans. Tu avais 15 ans, répétai-je. Pas 5. Il encaissa la remarque sans protester. Je sais. Sa voix s'était faite plus discrète. Et crois-moi, je me suis répété cette phrase des milliers de fois. Pour la première fois depuis le début de notre conversation, il semblait véritablement accablé. Alors je lui racontai ce qui s'était passé après leur départ. Le propriétaire, l'expulsion, le local de stockage, les douches du 1K, les journées passées à envoyer des candidatures, les repas sautés, les nuits où je me demandais comment j'allais survivre à la semaine suivante. À mesure que je parlais, le visage de Michael changeait. L'incrédulité laissa place à la stupeur, puis à quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Attends, dit-il finalement. Tu veux dire que tu vivais vraiment dans un entrepôt pendant plusieurs mois? Mais il nous avait dit que tu vivais chez des amis. » Je restais figé. Quoi? Il disait que tu avais choisi de rester, que tu étais hébergé par une famille aisée, que tu refusais simplement de leur parler. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne prononça un mot. Je réalisais soudain que mes parents n'avaient pas seulement réécrit leur histoire pour justifier leurs actes. Ils avaient également réécrit la mienne. Ils avaient construit une version des faits dans laquelle ils n'abandonnaient pas leur fille, dans laquelle leur décision devenait presque raisonnable. Michael passa une main sur son visage. Mon Dieu, il semblait sincèrement bouleversé. Je te jure que je ne savais pas. Je ne savais pas si je devais le croire. Une partie de moi en avait envie. Une autre se rappelait qu'il avait tout de même attendu 12 ans avant de me contacter. La conversation se poursuivit pendant près de 2 heures. Nous avons parlé de son mariage, de ses enfants, de son travail, de tout ce qui s'était passé dans nos vies respectives. Par moments, la discussion paraissait presque naturelle, comme si les années n'avaient jamais existé. Puis un simple détail suffisait à rappeler la réalité. 12 ans ne disparaissent pas autour d'un café. 12 ans ne se réparent pas en un après-midi. Lorsque nous nous sommes finalement quittés, Michael m'a demandé s'il pouvait me prendre dans ses bras. J'ai hésité, puis j'ai accepté. L'étreinte fut brève, maladroite. Ni lui ni moi ne savions vraiment ce qu'elle était censée signifier. Sur le chemin du retour, je me suis surprise à éprouver quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Non pas du pardon, pas encore, mais une forme de tristesse. Parce qu'en observant Michael ce jour-là, j'avais compris une chose. Nous avions tous les deux perdu quelque chose lorsque notre famille s'était effondrée. La différence, c'est que moi, je l'avais perdu d'un seul coup. Lui avait mis 12 ans à s'en rendre compte. Lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là, mon téléphone affichait déjà un nouveau message. Cette fois, il venait de ma mère. Et sans le savoir encore, j'étais sur le point d'entendre l'explication qui allait changer définitivement la façon dont je voyais toute cette histoire. Pendant plusieurs heures après ma rencontre avec Michael, je suis resté assise dans mon salon à repenser à tout ce qu'il m'avait raconté. Une partie de moi éprouvait presque de la compassion pour lui. Presque. Mais chaque fois que je commençais à envisager les choses sous cet angle, une autre pensée revenait inévitablement. 12 ans. 12 années entières. Même si mes parents lui avaient menti, même s'il avait cru leur version des faits pendant un certain temps, rien n'expliquait réellement pourquoi il avait attendu aussi longtemps avant de chercher à connaître la vérité. Je ne lui en voulais plus comme autrefois. Mais je n'étais pas prête non plus à effacer le passé. 2 jours plus tard, ma mère m'appela. Je ne lui avais jamais donné mon numéro. Michael l'avait probablement fait après notre rencontre. Lorsque son nom apparut sur l'écran, j'hésitai longuement avant de répondre. Finalement, la curiosité l'emporta. À peine avais-je décroché que j'entendis ses sanglots. Elle pleurait tellement qu'il lui fallut plusieurs secondes avant de parvenir à parler. Emma, mon Dieu, entendre ta voix. Je restais silencieuse. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas ce que j'étais censé ressentir. Nous sommes tellement fiers de toi, continua-t-elle. Tu as accompli des choses extraordinaires. Cette phrase me fit immédiatement froncer les sourcils. Elle parlait de mon entreprise, de mon succès, de ma vie actuelle. Mais elle ne disait rien de ce que j'avais traversé pour y parvenir. Comme si les 12 années précédentes n'avaient jamais existé. Comme si l'histoire commençait au moment où j'avais réussi. Après plusieurs minutes, je décidai de lui poser la seule question qui comptait vraiment. Pourquoi? Le silence s'installa aussitôt. Pourquoi quoi? Demanda-t-elle finalement. Pourquoi m'avoir abandonné? Cette fois, elle ne répondit pas immédiatement. J'entendis sa respiration trembler à l'autre bout du fil. Puis elle commença à parler. Au début, elle évoqua les difficultés financières, les dettes, les crédits, les factures impayées, les disputes incessantes avec mon père. Je l'écoutais sans l'interrompre. J'avais déjà entendu une partie de cette histoire par Michael, mais rien ne me préparait à ce qu'elle allait dire ensuite. Nous pensions que tu t'en sortirais mieux sans nous. Je fermais les yeux. Cette phrase. Encore.
Toujours cette même phrase. Tu étais intelligente, Emma. Tu étais forte. Tu avais toujours été différente. Je sentis ma mâchoire se contracter. Tu veux dire que c'est pour cette raison que vous m'avez laissé seule? Nous pensions sincèrement agir dans ton intérêt. Sa voix se brisa. Nous nous sommes dit que les services sociaux pourraient t'aider. Peut-être même te trouver une meilleure famille. Une famille plus stable que la nôtre. Pendant quelques secondes, je crus avoir mal entendu. Une meilleure famille. Comme si l'on parlait d'un animal que l'on abandonne dans un refuge avec l'espoir qu'il soit adopté. Comme si une adolescente de 17 ans pouvait simplement être transférée vers une vie meilleure. Je restais silencieuse. Pas parce que je comprenais. Parce que j'étais incapable de trouver les mots. Nous pensions vraiment faire ce qu'il fallait, poursuivit-elle. Cette phrase fut celle de trop. Doucement, je pris une inspiration. Puis je répondis. Non. Ma voix était calme. Étrangement calme. Vous avez fait ce qui était le plus facile pour vous. Le silence retomba. Je poursuivis avant qu'elle puisse répondre. Si vous aviez voulu m'aider, vous auriez cherché une solution avec moi. Vous auriez parlé avec moi. Vous auriez demandé de l'aide. Vous ne m'auriez pas laissé rentrer dans un appartement vide avec un mot sur une table. À l'autre bout du fil, j'entendis de nouveaux sanglots. Pour la première fois, pourtant, ils ne provoquèrent rien en moi. Ni colère, ni satisfaction, ni compassion. Simplement de la fatigue. Une immense fatigue. Je mis fin à la conversation quelques minutes plus tard. Cette nuit-là, je dormis très mal. Le lendemain matin, un nouveau courriel m'attendait. Cette fois, il venait de mon père. Contrairement à ma mère, il ne cherchait pas à être affectueux. Son message était direct, pratique, presque professionnel. Il expliquait que la situation financière de la famille s'était considérablement aggravée, que certaines dettes étaient devenues impossibles à rembourser, que les frais médicaux s'accumulaient, qu'ils avaient besoin d'aide. Je lus le message une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, et peu à peu, quelque chose commença à me déranger. Mon père parlait abondamment de ses difficultés, de ses problèmes, de ses besoins, mais à aucun moment il ne me demandait comment j'allais. À aucun moment il ne mentionnait les années perdues. À aucun moment il ne semblait éprouver le moindre remords. Puis j'arrivai au dernier paragraphe, et tout devint parfaitement clair. Il me demandait de l'argent, pas une somme précise, pas encore, mais le sous-entendu était évident. Après 12 années de silence, après un abandon qu'il n'avait jamais réellement reconnu, il estimait avoir le droit de solliciter mon aide financière. Je relus une dernière fois le courriel avant de refermer mon ordinateur. Puis je restai assise dans le silence de mon bureau. Michael avait peut-être sincèrement voulu renouer le contact. Je commençais à le croire. Mais concernant mes parents, une autre hypothèse prenait de plus en plus de place dans mon esprit. Peut-être que leur retour n'avait jamais été motivé par le regret. Peut-être que tout cela avait commencé le jour où ils avaient découvert que j'avais réussi. Et peut-être que, depuis le début, ils ne cherchaient pas à retrouver leur fille. Ils cherchaient simplement quelqu'un capable de résoudre leurs problèmes. Au cours des semaines suivantes, les messages se multiplièrent. Au début, il s'agissait simplement de quelques courriels supplémentaires. Puis vinrent les appels, les messages vocaux, les SMS. Chaque nouveau contact suivait plus ou moins le même schéma. Mes parents parlaient de famille, de pardon, de seconde chance. Ils évoquaient les souvenirs heureux de mon enfance, comme si quelques photographies et quelques anecdotes pouvaient effacer 12 années d'absence. Pourtant, tôt ou tard, la conversation revenait toujours au même sujet. L'argent, toujours l'argent. J'essayais de rester poli. J'essayais même d'être raisonnable. Mais plus le temps passait, plus il devenait évident que nos attentes n'avaient rien en commun. Eux cherchaient une solution à leurs problèmes. Moi, je cherchais des réponses. Et ces réponses ne venaient jamais. Chaque fois que je tentais d'aborder le passé, ils détournaient la conversation. Chaque fois que je demandais des explications, ils parlaient de leurs difficultés. Comme si leur souffrance avait systématiquement plus d'importance que les miennes. Un soir, après un nouvel appel particulièrement frustrant, j'en parlais à Mélissa. Elle m'écouta pendant plusieurs minutes avant de me poser une question très simple. Que espères-tu obtenir d'eux? Je restais silencieuse. Parce que je ne connaissais pas la réponse. Pendant longtemps, j'avais cru vouloir des excuses. Puis j'avais pensé vouloir comprendre. Aujourd'hui, je n'étais même plus certaine de cela. Mélissa hocha lentement la tête. Parfois, les personnes qui nous ont blessés ne sont pas capables de nous offrir ce dont nous avons besoin pour guérir. Cette phrase me poursuivit pendant plusieurs jours. Et plus j'y réfléchissais, plus elle me semblait juste. Mes parents ne cherchaient pas réellement à comprendre ce qu'ils m'avaient fait. Ils cherchaient surtout à soulager leur propre culpabilité. Et peut-être à résoudre leurs difficultés financières. Quelques semaines plus tard, alors que je pensais enfin retrouver un peu de tranquillité, quelqu'un sonna à ma porte un samedi matin. Je n'attendais personne. Lorsque j'ouvris, je restais figé. Mes parents se tenaient devant moi. Ils avaient parcouru plusieurs centaines de kilomètres sans prévenir, sans demander mon avis, sans même s'assurer que je souhaitais les voir. Pendant quelques secondes, aucun de nous ne parla. Le temps avait laissé son empreinte sur eux. Ma mère paraissait plus fragile que dans mes souvenirs. Mon père semblait fatigué, vieilli. Mais malgré cela, je ne ressentis pas l'élan émotionnel auquel il semblait s'attendre. Je ne voyais pas mes parents. Je voyais les deux personnes qui m'avaient abandonné. Emma, la voix de ma mère tremblait déjà. Je remarquai immédiatement les larmes qui montaient dans ses yeux. Nous voulions simplement te voir. Je croisai les bras. Après 12 ans, elle baissa le regard. Mon père prit alors la parole. Nous savons que nous avons commis des erreurs. Le mot me frappa immédiatement. Des erreurs. Comme si tout cela pouvait être résumé par ce terme. Comme s'il parlait d'un mauvais investissement ou d'une décision regrettable. Pas de l'abandon d'une adolescente. Une erreur, répondis-je calmement, c'est oublier un rendez-vous. Ce n'est pas abandonner son enfant. Personne ne répondit. Le silence devint presque pesant. Puis ma mère éclata en sanglots. Elle répétait qu'elle regrettait. Qu'elle pensait à moi tous les jours. Qu'elle n'avait jamais cessé de m'aimer. Je l'écoutais sans savoir quoi penser. Une partie de moi voulait la croire.
Une autre se souvenait de l'appartement vide, de la note laissée sur la table, des nuits passées seules dans un local de stockage. Finalement, mon père aborda ce qui semblait être le véritable sujet de leur visite. La situation financière. Encore, toujours, les dettes, les factures médicales, les difficultés de Michael, les problèmes qui s'accumulaient. Je l'écoutais parler sans l'interrompre. Chaque phrase confirmait ce que je commençais à comprendre depuis plusieurs semaines. Ils n'étaient pas venus pour reconstruire une relation. Ils étaient venus parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Lorsque mon père termina son explication, il me regarda avec une expression qui ressemblait presque à de l'attente. Comme si la conclusion allait de soi. Comme si, après tout ce qu'ils avaient traversé, je devais naturellement leur venir en aide. Je pris quelques secondes avant de répondre. Je suis désolé pour vos difficultés. Et je l'étais sincèrement. Je ne me réjouissais pas de leur souffrance. Je ne leur souhaitais aucun mal. Mais cela ne changeait rien à ce qui avait été fait. Cependant, je ne vais pas vous donner d'argent. Ma mère sembla vaciller. Mon père, lui, serait dit immédiatement. Emma, non. Cette fois, ma voix était ferme, pas agressive, simplement définitive. Je ne peux pas résoudre les conséquences de vos propres décisions. L'expression de mon père changea. Pour la première fois depuis leur arrivée, je vis apparaître quelque chose qui ressemblait à de la colère. Après tout ce que nous avons fait pour toi, pendant un instant, je crus avoir mal entendu. Puis je réalisai qu'il était parfaitement sérieux. Après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Cette phrase tournait dans ma tête avec une absurdité presque vertigineuse. Je repensais à mes 17 ans, à la peur, à la solitude, à la faim, à toutes ces années durant lesquelles personne n'avait pris la peine de vérifier si j'étais encore en vie. Alors quelque chose se brisa définitivement en moi. Pas avec fracas, pas dans la colère, simplement dans une forme de lucidité. Je compris que nous ne parlions pas de la même histoire. Eux se voyaient comme des parents imparfaits qui avaient besoin d'aide. Moi, je les voyais comme les personnes qui avaient choisi de m'abandonner. Et aucune conversation ne pourrait réconcilier ces deux réalités. Je me dirigeai vers la porte. Il est temps de partir. Ma mère recommença à pleurer. Mon père protesta. Mais je ne les écoutais déjà plus. Quelques instants plus tard, ils étaient repartis. Et tandis que leur voiture disparaissait au bout de la rue, je ressentis quelque chose d'inattendu. Non pas de la tristesse, non pas de la colère, du soulagement. Comme si, pour la première fois depuis leur retour, j'avais enfin cessé d'espérer qu'ils deviennent les parents dont j'avais eu besoin autrefois. Les jours qui suivirent la visite de mes parents furent étonnamment paisibles. Pour la première fois depuis des semaines, je retrouvais un semblant de normalité. Les appels avaient cessé, les courriels aussi. Même Michael semblait avoir pris ses distances. Je savais pourtant que cette accalmie ne durerait probablement pas. J'ignorais simplement ce qui allait venir ensuite. La réponse arriva un mardi matin. J'étais en réunion lorsqu'un appel de Michael apparut sur mon téléphone. Je ne répondis pas immédiatement. Lorsqu'il rappela une deuxième fois quelques minutes plus tard, puis une troisième, je compris que quelque chose n'allait pas. Je finis par décrocher. Dès les premiers mots, je perçus la panique dans sa voix. Maman a fait une crise cardiaque. Pendant quelques secondes, je restai silencieuse. La nouvelle me surprit, mais pas de la manière dont elle l'aurait fait autrefois. Je ne ressentis pas cette vague de terreur que l'on éprouve lorsqu'une personne proche est en danger. Je ressentis surtout une profonde confusion, comme si l'on venait de m'annoncer la maladie d'une personne qui appartenait davantage à mon passé qu'à mon présent. Michael poursuivit. Les médecins pensent qu'elle va s'en sortir, mais ils disent qu'elle doit éviter le stress. Je suis désolé d'apprendre ça, répondis-je sincèrement. Et je l'étais. Je ne souhaitais à personne de traverser une telle épreuve. Même pas à elle. Pendant un instant, je crus que la conversation allait s'arrêter là. Puis le ton de Michael changea. Subtilement, presque imperceptiblement. Tout ça a été très difficile pour elle, tu sais. Je fermais les yeux. Je sentais déjà où cette discussion était en train de nous conduire. Michael, depuis que tu refuses de lui parler, elle est complètement détruite. Je pris une lente inspiration. Ta mère a fait une crise cardiaque parce qu'elle a des problèmes cardiaques. Le silence qui suivit fut glacial. Tu pourrais montrer un peu plus de compassion. Cette phrase me frappa comme une gifle. Pendant plusieurs secondes, je restais incapable de répondre. Puis un rire incrédule m'échappa. De la compassion? Emma, où était cette compassion lorsque j'avais 17 ans? Ma voix demeurait calme, mais chaque mot semblait peser davantage que le précédent. Où était-elle lorsque je dormais dans un entrepôt? Lorsque je sautais des repas? Lorsque je me demandais si quelqu'un se souciait encore de moi? Michael ne répondit pas. Où était-elle pendant les 12 années où aucun d'entre vous n'a essayé de savoir si j'étais encore vivante? Il poussa un profond soupir. Tu refuses de comprendre ce qu'ils ont traversé. Cette phrase résumait parfaitement tout ce qui me dérangeait depuis leur retour. Toujours la même logique, toujours la même attente. Comprendre leurs difficultés, comprendre leurs peurs, comprendre leurs erreurs. Mais jamais l'inverse. Jamais personne ne me demandait ce que moi, j'avais vécu. Comme si mon rôle se limitait à pardonner, à comprendre, à effacer le passé pour leur permettre d'avancer. J'ai passé 12 ans à essayer de comprendre, répondis-je finalement. Mais comprendre ne signifie pas excuser. La conversation se termina peu après. Et lorsque je raccrochai, je compris que quelque chose venait de changer définitivement. Jusqu'alors, une petite partie de moi avait encore espéré qu'une forme de réconciliation soit possible. Cette partie venait de disparaître. Quelques jours plus tard, un courrier recommandé arriva à mon domicile. Je remarquai immédiatement le nom du cabinet d'avocats inscrit sur l'enveloppe. Mon estomac se noua. À l'intérieur se trouvait une mise en demeure. Je relus le document plusieurs fois avant d'être certaine d'avoir bien compris. Mes parents réclamaient une aide financière. Ils affirmaient avoir besoin de soutien en raison de leurs difficultés économiques et de leurs problèmes de santé. Le document évoquait même certaines obligations familiales qui, selon eux, justifiaient leur demande. Je restai longtemps assis
assise à mon bureau, incapable de croire ce que j'avais sous les yeux. 12 ans plus tôt, il m'avait abandonné sans argent, sans logement et sans la moindre aide. Aujourd'hui, il tentait de m'obliger à subvenir à leurs besoins. L'ironie était presque insupportable. J'envoyai immédiatement une copie du courrier à mon avocat. Lorsque nous nous rencontrâmes le lendemain, il parcourut les documents avec attention avant de relever les yeux vers moi. Ils ont très peu de chances d'obtenir ce qu'ils demandent. Très peu, disons que leur historique ne joue pas vraiment en leur faveur. Pour la première fois depuis longtemps, je souris. Un sourire bref, fatigué, mais sincère. Mon avocat poursuivit. Cependant, s'il décide d'aller plus loin, il faudra nous préparer. Et il allèrent plus loin, beaucoup plus loin. Au cours des semaines suivantes, les démarches juridiques se multiplièrent. Chaque nouveau document semblait plus absurde que le précédent. Pourtant, derrière cette absurdité se cachait une réalité bien plus douloureuse. Mes parents ne cherchaient plus seulement à obtenir mon aide. Ils estimaient y avoir droit, comme si les années d'abandon n'avaient jamais existé, comme si le temps avait effacé leurs responsabilités, comme si ma réussite leur appartenait d'une certaine manière. Plus le dossier avançait, plus je prenais conscience d'une chose. Cette affaire n'avait jamais réellement concerné l'argent. L'argent n'était qu'un prétexte. Le véritable enjeu était ailleurs. Ils voulaient réécrire l'histoire, transformer leur abandon en simple erreur, transformer leur choix en malheureux malentendu, et me convaincre que j'avais le devoir moral d'en accepter les conséquences. Mais cette fois, je n'étais plus la jeune fille de 17 ans laissée seule dans un appartement vide. Cette fois, j'avais les moyens de me défendre. Et, pour la première fois depuis le début de cette histoire, je n'avais plus l'intention de céder. Le jour de l'audience arriva plus vite que je ne l'aurais imaginé. Pendant des semaines, j'avais essayé de me préparer à ce moment. J'avais relu les documents, réuni les preuves, rencontré mon avocat à plusieurs reprises. Pourtant, lorsque je franchis les portes du tribunal ce matin-là, je ressentis la même boule au ventre que lorsque j'avais 17 ans. Pas parce que j'avais peur de perdre, mais parce qu'une partie de moi ne parvenait toujours pas à accepter que nous en soyons arrivés là. Aucune famille ne devrait se retrouver dans une salle d'audience pour débattre d'un abandon. Et pourtant, nous étions là. Mes parents étaient déjà installés lorsque j'entrais. Je ne les avais pas revus depuis leur visite à mon domicile. Ma mère paraissait encore plus fragile que dans mes souvenirs récents. Mon père, lui, conservait cette expression fermée que je lui avais toujours connue. Pendant un instant, nos regards se croisèrent. Puis il détourna les yeux. L'audience commença peu après. Au départ, tout semblait presque irréel. Les avocats échangeaient des arguments. Les documents circulaient. Les procédures suivaient leur cours. On aurait presque pu oublier qu'il s'agissait de notre histoire. Puis vint le moment où les faits furent examinés en détail. Et soudain, tout devint beaucoup plus personnel. L'avocat de mes parents tenta de présenter leur situation sous un jour favorable. Il parla des difficultés financières, des problèmes médicaux, de leur âge, des erreurs qu'il reconnaissait avoir commises dans le passé. Mais chaque fois qu'il essayait d'atténuer leurs responsabilités, les documents racontaient une histoire différente. Les relevés, les courriels, les dates, les témoignages, tout montrait la même chose. Mon abandon n'avait pas été une décision prise dans l'urgence. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malheureux concours de circonstances. C'était un choix préparé à l'avance, délibéré, organisé. Lorsque mon avocat présenta la copie du bail résilié avant leur départ, un silence traversa la salle. Lorsque furent évoquées les semaines passées dans un local de stockage, ce silence devint encore plus lourd. Puis vint le moment où je fus appelé à témoigner. Je m'étais préparé à parler. Je pensais être prête. Mais une fois assise face au tribunal, je réalisais à quel point il était difficile de résumer 12 années de douleur en quelques phrases. Je racontais pourtant tout. L'appartement vide, la note laissée sur la table, les douches au Inca, le restaurant dire, les nuits passées à me demander si quelqu'un viendrait un jour me chercher. Je ne cherchais ni à provoquer la pitié ni à obtenir une revanche. Je racontais simplement ce qui s'était passé. Rien de plus, rien de moins. À plusieurs reprises, j'aperçus ma mère essuyer ses larmes. Mon père, lui, demeurait immobile. Mais son visage s'était peu à peu fermé, comme si entendre la vérité lui devenait insupportable. Puis l'un des moments les plus inattendus de l'audience se produisit. Michael fut appelé à son tour. Je ne savais pas exactement ce qu'il allait dire. Nous n'avions presque pas parlé depuis notre dispute au téléphone. Lorsqu'il prit place à la barre, il semblait extrêmement nerveux. Pendant quelques secondes, il resta silencieux. Puis il commença à parler. Et très vite, je compris que rien ne se passerait comme mes parents l'avaient espéré. Michael raconta ce qu'on lui avait toujours dit à mon sujet. Qu'on lui avait affirmé que j'avais choisi de partir. Que je vivais confortablement chez des amis. Que je refusais tout contact avec la famille. Puis il expliqua le choc qu'il avait ressenti en découvrant la réalité. Le local de stockage. Les difficultés financières. Les années de solitude. À mesure qu'il parlait, je vis le visage de mon père se décomposer. Pour la première fois depuis le début de l'audience, il semblait perdre le contrôle de la situation. Et pour la première fois depuis 12 ans, quelqu'un de leur propre famille confirmait publiquement ce que j'avais vécu. Lorsque Michael termina son témoignage, un silence profond envahit la salle. Un silence différent de tous les autres. Un silence dans lequel plus personne ne semblait capable de prétendre que cette histoire relevait d'un simple malentendu. La vérité était désormais là, visible, impossible à contourner. À cet instant précis, je compris quelque chose d'essentiel. Peu importe la décision finale du tribunal, peu importe le verdict. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus seul à porter cette histoire. Et cela changeait tout.